Bienvenue sur Capsule, le podcast d'Oralcap qui vous plonge au cœur de l'entrepreneuriat en dentisterie. Ici, on va parler de défis, d'innovation, d'échecs et de réussites, mais surtout d'histoires. Les histoires de celles et ceux qui transforment votre quotidien et qui bouleversent l'organisation de votre cabinet. Imaginez-vous à l'époque du dentiste qui a découvert l'anesthésie ou de celui qui a modernisé la roulette. Ces pionniers seront à portée de voix. Alors tendez l'oreille, qui sait, mon invité d'aujourd'hui pourrait bien être l'un d'entre eux. Je suis Charles Faroche, chirurgien dentiste et fondateur d'Oralcap. J'ai le plaisir d'accueillir mon invité d'aujourd'hui, Thierry Vallée. Ensemble, nous allons parler de son invention, une brosse à dents innovante avec rouleau à rotation continue. Thierry, merci d'avoir accepté mon invitation à parler sur cet épisode du podcast que j'ai créé avec Oralcap qui s'appelle Capsule. Aujourd'hui, si tu le veux bien, j'aimerais qu'on commence ce podcast en parlant un petit peu de toi, ton début de carrière, ta carrière complète, et puis l'événement dont on est censé parler le plus aujourd'hui, c'est la brosse à dents, son invention, les étapes que tu as rencontrées dans la conception de cette brosse à dents, et puis où est-ce que tu en es aujourd'hui ? Tout d'abord, laisse-moi te remercier, Charles, pour ton invitation à ce podcast qui, j'espère, aura beaucoup de succès. Bien, alors, la présentation. Je m'appelle Thierry Vallée. Je suis donc diplômé de la faculté d'odontologie de Lyon. Durant ma carrière, dans un souci de perfection, j'ai donc passé aussi d'autres diplômes. Dans le cadre de la SFBSI, la Société française de biomatériaux et systèmes implantables, j'ai passé donc d'autres diplômes en biomatériaux et systèmes implantables. Et j'ai eu aussi un CACITA, un certificat d'autonomie de chirurgie implantaire et des techniques appliquées. Okay. Par la suite, j'ai passé d'autres formations et d'autres diplômes en occlusodontie, en posturodontie, en thérapie articulaire, en parodontologie, en injection d'acide hyaluronique, et pour finir, un diplôme d'hypnose. Bon, alors, je sais, ça fait rire, mais en fait, mon travail, c'est ma passion. Et j'ai toujours voulu me perfectionner pour répondre à l'attente de mes patients, en termes de soins, en termes de prophylaxie, en termes d'esthétique. Et j'ai toujours été à la recherche de l'échange. Bon, par exemple, pour la majorité de mes patients, je leur demandais d'apporter leur brosse à dents et de se brosser devant moi. Exactement comme à la maison. Et ça me permettait de voir ce qui allait et surtout ce qui n'allait pas. J'avais certaines séances aussi qui pouvaient durer jusqu'à 10 heures. 10 heures pour un seul et même patient. Pour des réflexions globales buccales. Je travaillais à la photo. Bref, la passion. Donc, tu es diplômé de la faculté de Lyon. Tu cumules tout un tas de diplômes pour des raisons assez évidentes. Tu t'installes où ? Dans un premier temps, je m'installe dans un petit village à côté de Saint-Étienne. Je suis né à Saint-Étienne. Parce que ce village était sympathique et résidentiel et je connaissais donc le praticien qui me proposait une future association. Au bout de 2-3 mois, j'ai vu que le cabinet ne suffisait pas pour 2 praticiens. Mais l'exercice ne me plaisait pas non plus. Mais parallèlement, j'ai un confrère qui me faisait un appel du pied, un confrère chez qui j'avais fait un remplacement en 4e année et qui avait eu un très bon retour de la part des patients et des assistantes. Et ce confrère m'a appelé, il savait que j'allais à Saint-Théon, mais quand même, il m'appelle et me dit « Écoutez, je veux m'associer, je sais que vous avez des engagements, mais par contre, si jamais vous me conseillez quelqu'un, eh ben, je suis sûr que cette personne sera bien. » Bon. Une semaine a passé, je l'ai rappelé, puis je lui ai dit, bon, je pense que j'ai trouvé le confrère. Il me dit, ah bon, c'est qui ? Mais c'est moi. Il me dit, mais j'attendais pas moi. Voilà. Donc, après, direction Saint-Étienne. Ok. Voilà. Donc là, tu quittes Saint-Étienne, tu quittes Lyon, pardon, et tu vas à Saint-Étienne t'installer. Tu es directement associé du cabinet ? Non, là, je reste pendant 2 ans et on s'associe au bout de 2 ans. Et donc, ce cabinet était gros, il était, j'ose pas dire les chiffres, mais le praticien voyait jusqu'à 100 patients par jour. Incroyable. Il faisait de la cotonnade, c'est ce qu'il appelait. Donc, en fait, ça variait du tout. Ouais.
Et mon exercice, c'était pas du tout le même. J'avais maximum 15 patients par jour. Ah bah ouais. Ça paraît beaucoup plus cohérent. 100 patients par jour, ça paraît être des chiffres d'orthodontiste presque. Oui, non, mais c'est un exemple. Fauteuils, mais... Un patient pouvait venir, il attendait 1 heure, il est passé une radio, d'accord, un cliché argentique, au revoir, semaine prochaine. Pas des soins. Enfin, bon, voilà. D'accord. Et donc, tu restes dans ce cabinet-là quand tu parles de plan de traitement ou de prise en soin de tes patients qui pouvaient durer jusqu'à 10 heures, tu as réussi à te faire une place dans ce cabinet-là qui... Non, donc je suis parti. Parce que comme j'ai déjà dit, donc, avec la CBSI, j'ai passé donc des diplômes en implantologie et en chirurgie intrasinusienne. Donc j'ai voulu exercer mon métier dans de bonnes conditions. Donc je suis parti, j'ai acheté un terrain, j'ai fait construire un plateau médical sur ceux qui habitent la région, le rond-point de l'Hôpital Nord. C'est un quartier très coté et médicalisé. Et là, donc, j'avais une structure où j'ai pu m'éclater. J'avais plusieurs fauteuils, j'avais un bloc opératoire, il y avait un parking. C'était un concept, je l'ai fait en l'an 2000, bon, qui était un peu précurseur. Carrément. Voilà. Et là, donc, j'ai pu exercer mon activité comme j'ai voulu avec mes patients, 1 à 15 par jour. Voilà. Tu peux me raconter un petit peu, parce que rien que là, moi, ça attise un peu ma curiosité, quoi. Bon, alors, à la fois celui qui fait 100 patients par jour, et effectivement, quand tu le décris, une radio, et puis on se revoit la semaine prochaine. Ouais. Mais toi, concrètement, c'est quoi la philosophie de prise en charge? Parce que tu parles de posturo, tu parles de je regarde mes patients en train de se brosser les dents. Il y a... Enfin, tu vas au-delà de celui qui soigne au sens curatif, quoi. J'entends, c'est cette impression que ça donne. Ça veut dire, je vous adresse pas par le prisme du problème. J'essaye plutôt de vous prendre un peu plus globalement. Et est-ce que c'est dans cette démarche-là que tu te retrouves à des moments avec un patient pendant 10 heures? Oui, même par exemple pour un contrôle. Un contrôle, bon, je regarde la bouche, mais je ne regarde pas avec la bouche. Je regarde les jambes. Je regarde la longueur des jambes. Et généralement, la majorité des patients ont une jambe plus longue que l'autre. Pourquoi? Ils ont un problème occlusal. Bon, voilà, je regarde le général pour venir au principal. Tu as une machine en posturo, ou alors est-ce que c'est vraiment c'est à l'œil, tu les fais marcher, il y a des exercices? Alors, il y a des exercices, d'accord, et il y avait une machine qui pouvait mesurer les différences du poids individuellement en partageant le corps en deux. Après, il y avait aussi d'autres positions où on avait les mains, les bras écartés, les bras devant, et les bras le long, les yeux fermés, les yeux ouverts, enfin voilà. C'est une pratique qui est compatible avec la convention, ça? Ou alors est-ce que tu étais Non, mais ça, je le faisais pour mon plaisir. C'est ça, ça m'aidait. Je faisais, mais vraiment pour mon plaisir. En fait, j'avais des patients... Au niveau de l'esthétique, j'adorais l'esthétique. Ils étaient sur le fauteuil, je leur disais, mettez les lèvres au repos, un peu entrouvertes. Et quand on a les lèvres légèrement entrouvertes, on a un espace d'environ 2-3 mm. Et c'est là qu'on voit les petites différences entre les dents. Elles sont augmentées énormément, parce que ce qu'on voit en petit, on imagine que toutes les dents sont tordues. Et si on régule un peu les angles, si on les affine, on refait l'esthétique, on change totalement l'esthétique avec la bouche au repos. Mais ça, les patients, ça leur plaisait énormément. Ça, je le faisais pour le plaisir, je n'ai pas payé. C'était une passion. Donc, est-ce que tu dirais comme ça que tu avais une pratique quand même assez atypique? Ah oui. Tu te distingues par cette atypie. Est-ce que c'est quelque chose dont tu joues presque, ou alors est-ce que c'est vraiment cette idée de en fait je vais là où la passion m'emmène, quoi? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc en fait finalement les formations suivaient un peu ce côté passionnel que tu avais dans ton exercice. C'était je suis motivé par ce truc-là, je vais chercher ce truc-là, il faut me donner les moyens d'essayer de faire à peu près correctement, et donc tu les accumules, quoi, tu les enchaînes un petit peu. Tout à fait. Mais, la formation en hypnose, je l'ai passée la dernière année de mon exercice. J'étais toujours aussi motivé. Voilà. La dernière année de ton exercice, donc en fait on parle de quand? Là, t'es sorti de la fac en quelle année? La dernière année de ton exercice, ça correspond à quoi? Alors, je suis sorti en 1983 et j'ai arrêté en 2019, prématurément. J'ai eu une intervention en 2011 pour un anévrisme poplité. Donc j'ai une transposition de l'artère fémorale. Ça s'est très bien passé, si ce n'est que le chirurgien a touché mon nerf crural. Et là, ma vie a changé, au niveau de la douleur, au niveau du tout. Et mon corps, je ne ressens qu'une jambe. L'autre, elle est partie. Donc, j'ai travaillé en équilibre sur une jambe, quand j'étais en position debout,
pour poser des implants, pour faire des soulets de sinus, pour faire des soins, c'était extrêmement difficile. En position assise, bien sûr, mais en position assise, j'ai une douleur au niveau du genou aussi. Je ne peux pas rester longtemps. Et j'ai forcé sur ma colonne, en travaillant sur cette jambe droite et en appui sur le fauteuil. Et ma colonne n'a pas résisté et on m'a mis en invalidité. Voilà. À partir de là, j'ai été invalidé à 100%. Et donc, j'avais 61 ans et 9 mois. On m'a dit à 62 ans, vous prendrez votre retraite anticipée. Et sinon, je pense que je travaillerai encore. Oui, bien sûr. Voilà. Ça a été une punition. Ça ne s'arrête jamais. Ouais. Quand tu fais ce que tu aimes, en fait, il y a, enfin, je veux dire, que faire d'autre, quelque part. On ne s'arrête pas. Si ce n'est que ça a eu l'avantage, quand même, de me laisser beaucoup de temps pour me consacrer à la brosse à dents. Et c'est justement en termes de temporalité, cette brosse à dents, c'est une idée qui naît quand? C'est une idée qui apparaît comme ça un peu du jour au lendemain? Non. C'est quoi? C'est en fait, au fur et à mesure que les mois, les années passaient, j'ai fait un constat. J'ai vu que les patients ne se brossaient pas les dents correctement parce qu'ils ne respectaient pas les recommandations de la santé bucco-dentaire, qui sont principalement au nombre de 4. On a le brossage en rouleau, le brossage de toutes les zones correctement, le temps de brossage et un brossage doux et respectueux. Et ces 4 recommandations, et on a un paradoxe, aucune brosse à dents sur le marché ne permet de respecter ces recommandations. On peut développer la méthode du rouleau, le brossage dans toutes les zones et le temps de brossage, mais ça prendrait du temps. Mais simplement, la méthode du rouleau, nous, praticiens, on sait ce que c'est. C'est la méthode qui est préconisée par les praticiens en France. Et cette méthode consiste à mettre les poils à 45 degrés, à faire remonter les poils vers la dent du rouge vers le blanc avec une rotation du poignet. Bien. Cette méthode de brossage, on peut la faire avec une brosse à dents manuelle. Il n'y a pas de souci. Mais on va la faire combien de temps? La rotation du poignet, c'est un mouvement qui est antinaturel. Qu'est-ce qu'on fait? On serre la brosse et on fait des mouvements de bas et de haut en bas. On irrite les papilles. Échec. Et bien, cette méthode du rouleau, on ne peut pas la faire avec les autres brosses à dents. Oral B, c'est aussi rotation. C'est pas le rouleau. Quant au Sonic, ce sont des vibrations. Donc, on est en échec. Maintenant, le brossage de toutes les zones. Le brossage de toutes les zones, pour mieux comprendre, on peut prendre l'index, on le met au niveau de la canine et on l'enfonce au niveau du vestibule jusqu'aux zones molaires et on s'aperçoit que ce doigt il est coincé. On n'a pas d'espace. Et quand on compare le volume de ce doigt avec les brosses, on voit que la brosse elle est plus importante, brosse manuelle. Celle-ci est 2 fois plus importante. Alors j'en profite pour montrer la brosse qu'on a inventée. On est dans l'index et on a même un volume variable, ce qui fait qu'on passe avec une facilité déconcertante au niveau de la zone postérieure. On nettoie mieux dans la zone postérieure. Le temps de brossage. Le temps de brossage préconisé, c'est 2 minutes. Mais 2 minutes, c'est 2 fois trop long. Il y a de nombreuses études qui montrent que le temps moyen de brossage va de 47 secondes en France, les mauvais élèves, bien sûr, jusqu'à 1 minute aux USA, et entre ces 2 valeurs, dans tous les pays du monde. Bon, et ben, 2 minutes, 2 fois trop long, 2 minutes et même plus, 2 fois trop long. Avec notre brosse, on peut brosser en 1 minute. Pourquoi? Parce que si je compare avec cette brosse, on a une tête qui est 2 fois plus petite en hauteur, qui passe donc mieux dans les zones postérieures, mais qui offre 2 fois plus de surface de brossage. D'où la réduction du temps de brossage. Ensuite, le brossage doux et respectueux de la sphère orale. Bon. Alors, là, on pourrait débattre, mais la sphère orale, c'est l'endroit le plus sensible du corps. On va prendre par exemple la surface dentaire. La surface dentaire, on peut la comparer à une plaque de vitrocéramique. On va nettoyer comment cette plaque? Eh bien, on va nettoyer avec un chiffon doux ou une éponge, mais pas qu'une brosse. Une brosse qui raille. Ensuite,
il faut savoir que la dent est douée de proprioception, la proprioception dentaire. Qu'est-ce que c'est? C'est une perception qui est hyper développée. 80 microns. Il n'y a pas d'autre organe dans le corps qui soit aussi sensible. Et après, la gencive. Là aussi, c'est un élément qui est extrêmement fragile. Si on prend le bras, on va se gratter, on va faire des marques blanches qui vont disparaître sans inflammation, avec l'ongle. On va le faire au niveau de la gencive, on en a pour 24 à 48 heures, même plus, si on est agressif. Donc la bouche, c'est une zone qui est très sensible. Et là, on a des brosses à dents électriques qui proposent des vibrations qui vont jusqu'à, Philips, 62 000 vibrations à la minute. 1000 vibrations à la seconde. Mais bien sûr que c'est efficace pour enlever la plaque. Ils disent 7, 10, 20 fois plus, bien sûr. Mais après, on n'a plus de gencives, plus de dents. C'est pas possible. Et quand on compare cette vitesse avec la vitesse de la rotation continue qui va de 2 à 12 tours seconde, on est dans un autre monde. Et là, on respecte la bouche. Enfin, moi, je trouve ça génial et tu le sais. Oui. Ce que je trouve absolument incroyable, c'est que tu parles de ces sujets et avec moi, ça me donne l'impression, mais je pense que ce sera pareil avec tous les dentistes, d'enfoncer des portes absolument ouvertes, quoi, géantes, quoi. Et le truc, c'est que si on n'a pas la même approche que toi, je dirais, sur la pratique que tu avais de ton métier, ou alors qu'on n'est pas ultra sensible à ça, je pense aux paros, je pense à tous ceux dont c'est l'activité principale, quelque part, on peut passer à côté de ce fondamental. Moi, je me rappelle quand j'étais étudiant, la première question de tout le monde, c'était hey, Charles, t'es gentil, mais c'est quoi la brosse à dents qu'il faut que je m'achète? Et en fait, j'étais là, je me retrouvais un petit peu bête, quoi, parce que je me disais, mais en fait, je sais même pas quoi leur dire, quoi. Et donc, sur des bases un petit peu, sur des concepts qui aujourd'hui paraissent évidents, tous les propos que tu viens d'avancer, je te dis, ça me donne l'impression vraiment d'avoir enfoncé des portes ouvertes. En fait, on se rend compte qu'il y a encore un vide astronomique entre ce que les industriels qui se partagent le marché aujourd'hui vendent, mettent à disposition, et la réalité du besoin clinique constaté, qu'on constate tous. Personne ne remettra en question ce que tu dis là, dans le monde des experts, quoi, notre monde à nous. Pour autant, tu t'interroges. C'est comme de voir encore des brosses à poils durs. Tu vois, il y a une espèce d'incohérence sur laquelle... moi, j'ai toujours pas de réponse. Donc, si je reviens un petit peu à cette émergence, donc c'est une idée qui grossit un peu dans ta tête, parce que toi, finalement, tu prends tes patients, tu leur demandes de se brosser les dents, t'es en première loge pour te rendre compte réellement de ce sujet-là. Quand est-ce que tu passes le cap de te dire, mais en fait, je vais y aller, quoi. Tu vois, je m'en souviens très bien, c'était le jour J1, où j'ai eu ça y est, j'ai dit, non, il faut que tu inventes quelque chose, c'est pas possible, c'est ça, parce que non. C'était en 2008. Et là, j'ai commencé à faire les premières esquisses dans mon bureau, on était patient, le soir, à midi, c'était parti, ça y est, ça tournait. Et oui, 2008. Et elle a déjà cette forme-là? Non. Ouais. Non. Et du coup, moi, je serais curieux de savoir ce que ça a été un peu le cheminement pour toi à cette étape-là. Elle ressemble à quoi, la première brosse à dents? Et la suivante? Et la suivante? Elle ressemblait sans ressembler. En fait, c'est surtout l'esthétique de l'écarteur physiologique qui donne le visuel, mais aussi qui permet la propriété de nettoyage. Ce que tu appelles l'écarteur physiologique, c'est la partie qui met à distance la joue. Voilà, c'est ça, tout à fait. On protège. Ouais, c'est ça. Voilà. Et bien évidemment, c'est quelque chose qui est souple. Comme ça, c'est incroyable. Hein. Voilà. D'ailleurs, je te pose la question, mais... sur ce sujet-là, donc tu fais tes premières esquisses. C'est quoi tes étapes d'après? L'étape d'après, c'est le concours Lépine en 2010. Et le concours Lépine m'a convoqué, je ne sais pas comment, et m'a demandé de présenter la brosse. Ok, bien, oui, mais j'avais qu'un concept. Et au concours Lépine, on présente des inventions qui marchent, qui fonctionnent. Donc, j'y suis allé sur la pointe des pieds. J'avais que des schémas. Alors, j'ai fait fabriquer une maquette en plastique, voilà, avec un écouvillon, terminé, avec quelques affiches pour expliquer. C'est tout ce que j'avais. Mais si je peux me permettre, je vais continuer, parce que j'avais qu'un concept, j'avais
une espèce de toute petite table par rapport à d'autres personnes qui ont de gros stands, mais j'avais la queue. Parce que généralement, quand on passe, il y a un accueil pour le public passe et on regarde, on passe, on dit rien, mais là, les gens regardaient et s'arrêtaient. Et j'expliquais, mais j'avais un attroupement autour de moi. Et ça a duré tous les jours. Ça, c'est tu dirais que cet attroupement, c'était le docteur, ou alors c'était le fait d'arriver avec une maquette et cette impression de se dire que, en fait, on arrive à toucher un petit peu l'innovation. Parce qu'en fait, quand on voit ces brosses à dents, même les dentistes qui vont nous écouter, ils n'ont pas la moindre idée de ce qui se passe entre le dessin et ce dispositif qui tourne et qu'on peut tous toucher et qu'on peut tous voir. Donc, tu as ta maquette et tu es au concours Lépine. La suite. J'ai la maquette est posée sur un support, et quand les gens voient une brosse à dents, ils sont interloqués, ils se disent tiens, une brosse à dents, pourquoi ici Et ils regardent de plus près, et cette brosse à dents, en fait, elle n'est pas du tout comme les autres. Et c'est là qu'il pose les questions. Il dit mais qu'est-ce que c'est? C'est une brosse à dents, mais elle fait quoi? Et il faut nous expliquer. Ah oui, d'accord. Et ça change par rapport à la brosse à dents manuelle. C'est plus pratique par rapport aux autres brosses à dents électriques. Oui, c'est différent, etc. Et je peux t'assurer que je n'ai pas compté le nombre de cartes qu'on m'a donné. Les gens qui étaient intéressés pour avoir les premiers exemplaires de la brosse dès qu'elle sortirait. Donc le nombre de cartes, ça veut dire que en fait, tu perçois qu'il y a un engouement, parce que finalement tout le monde est potentiellement client, tout le monde est patient, tout le monde est utilisateur de ce genre de dispositif. C'est pas comme une paire de lunettes, quoi. La brosse à dents, c'est tout le monde de partout. L'étape d'après. Alors, l'étape d'après, il fallait passer de la maquette en plastique à une autre maquette avec un moteur. Et ça, c'était en 2011. En 2011, et c'est là où j'ai fait la connaissance de mon futur associé, Éric Bruyat, en tant que, dans une relation fournisseur-client. Et donc, au départ, il a souri quand je lui ai décrit un peu le type d'invention, et puis très vite, il m'a pris au sérieux, et il s'est impliqué, il a été vraiment très présent, et le souci des détails, et on a pu mettre au point cette première maquette avec un moteur électrique qui permettait enfin de ressentir la sensation du rouleau avec une inversion qui n'était pas automatique. Il y avait un bouton pour les dents du haut et un bouton pour les dents du bas. Mais déjà, on était conforté par l'effet de massage. Parce que là aussi, il faut savoir que cette brosse, elle est différente des autres. Elle brosse dans le sens de la longueur du poil. C'est ce qui va créer cet effet de massage qui n'existe pas sur les autres brosses parce que leurs poils sont organisés différemment, sont orientés à 90 degrés et sont orientés en touffe. Donc, ils vont brosser avec la pointe et ça sera toujours beaucoup plus agressif. Là, c'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est ce qui est formidable. Et c'est pour ça que c'est formidable pour les gencives, c'est formidable pour les personnes qui ont les dents sensibles. C'est le respect de la bouche. Et ça, c'est tout nouveau. Moi, je suis absolument convaincu. Tu n'as pas idée du nombre de brosses à dents qu'on voit passer. Donc, il y a toujours plein de folklore autour de ces dispositifs, plein d'ambition. Je pense que c'est la première et peut-être la seule à date qui m'est convaincu à ce point. Donc, c'est pas un sujet de mon point de vue. En revanche, je pense que ça peut être le moment de préciser qu'il y a quelques vidéos qui peuvent présenter en fait à tous les chirurgiens dentistes tout l'intérêt. Donc, tu parlais de la douceur vis-à-vis des gencives, vis-à-vis des dents éventuellement en mobilité. On n'a pas évoqué tout à l'heure, ou peut-être que oui, mais le bruit. Donc le fait qu'elle soit beaucoup plus silencieuse que les autres. Tu parlais tout à l'heure de la taille, donc sa facilité à se déplacer, c'est la surface de brossage. Donc tout ça, on reverra bien tout dans chacune des vidéos et je pense que les techniciens que nous sommes apprécieront en fait toutes les qualités, tous les avantages que tu décris à ta brosse à dents. N'empêche que moi, je me pose quand même une question. Donc, on est en 2008, tu sors ta première maquette, donc le concours Lépine, tu continues, tu découvres Éric, il se passe quand même quelques années. En fait, on est en 2025 aujourd'hui. Oui. Il s'est passé du temps, tu étais en exercice, tu étais encore un clinicien à cette époque-là, donc t'exercer. C'est quoi la part de passion, la part de quantité de travail et est-ce que qu'est-ce qui te motive à ce moment-là? Tu te dis, il faut absolument que ça sorte, quoi. Je tiens quelque chose, je lève mes verrous. Ce que tu disais, tu viens de vérifier qu'il y avait cette philosophie de massage, que tu te dis, mais en fait,
Est-ce que tu as cette impression de te dire, je tiens quelque chose qui peut être incroyable, quoi. Alors l'impression, oui, bien sûr que je l'ai. Oui, l'impression que je l'ai. Mais par contre, il ne faut pas oublier que je suis un dentiste. La bosse du commerce, non. Bosse technique, non plus. Et c'est vrai que j'ai fait pas mal de rencontres, mais j'appelle ça des pétards mouillés. Parce qu'on mettait monts et merveilles, on mettait des financements. Ah ben c'est trop tôt, ah ben non c'est trop tard. Après, oui, on va faire connaître telle adresse. Le temps passait, et puis j'avais d'autres projets. Parce que donc, j'avais donc ce cabinet donc, où j'avais fait construire donc, un bâtiment, etc. Et je suis resté là pendant, je vais dire, environ 12 ans, et je suis reparti. Je suis reparti refaire une expérience en Corse. J'ai fait construire un cabinet, donc ça aussi, ça prend de l'énergie, ça prend du temps. Donc la brosse y est toujours, mais il y a la vie, la famille, les autres projets. Et c'est vrai que ça prend du temps. Donc tu dirais qu'il y a cette impression peut-être que d'avoir les pieds un peu dans les airs, quoi. C'est cette envie où tu as l'impression que tu tiens quelque chose, mais le quotidien, il y a ce que tu maîtrises, ce que tu es capable de... Voilà. Est-ce que tu dirais que tu as souffert un petit peu, tu disais juste avant, moi le commerce j'ai pas, la technique j'ai pas, en parlant effectivement de la technique en fait du développement d'une brosse à dents et la commercialisation au sens de c'est quoi sa valeur marchande, comment est-ce qu'elle se proportionne en fait dans mon univers, cette brosse à dents, qui les fabrique, quels sont les coûts, quels sont les enjeux dessus, tu vois, c'est tout autant de questions qui font que peut-être du coup ton projet, ton produit, ton envie a pris plus de temps, tu dirais, que si tu avais été... Tout à fait. Et c'est pour ça qu'en 2018, j'ai appelé ça les retrouvailles avec Eric. Et là, je me revois en train de l'appeler et de dire... on se voyait, hein. Oui, monsieur Woya, écoutez... je patine un petit peu dans le projet. Il me dit, c'est dommage parce que franchement, c'est fantastique, etc. Je dis, oui, écoutez, je vais aller droit au but. Est-ce que vous voulez qu'on s'associe? Boum. Ah bon, mais oui, mais vous comprenez, c'est quand même une décision importante, etc. Il a pris le temps de réfléchir. C'est très bien parce que c'est un homme sérieux. Et puis, finalement, il a dit oui. Et donc, on a fondé Conceptif, et qui a permis d'associer donc mes connaissances médicales et scientifiques avec ses connaissances techniques et commerciales. Voilà. Et là, on a l'équipe maître. Et donc là, en 2018, donc là, t'es arrêté. 2018, c'est... Ouais, 2019, voilà. 2019. Oui. Donc en gros, tu quittes un tout petit peu quand même progressivement le cabinet. Donc avec Eric, en gros, est-ce que tu as déjà protégé ton concept à ce moment-là? J'avais déjà, alors ça c'est la partie brevet. Oui, la partie brevet, j'avais déjà 3 brevets. Un brevet français et 2 brevets américains. Et là, avec Eric, on a donc... Sur la brosse à dents. Sur la brosse à dents, bien sûr. Et on a encore 2 autres familles de brevets qui ont été acceptées en France et qu'on met en place PCT à l'international. Et là, c'est l'Europe, les USA, le Canada, le Brésil, l'Inde, la Chine, la Russie, le Japon. Donc ça veut dire que c'est énorme. Et on a des rapports pratiquement tous les jours avec notre cabinet de brevets. C'est beaucoup de temps et c'est beaucoup d'argent. Toujours pour la propriété industrielle. Bien sûr. On a 2 familles de dépôts de dessins et modèles dans plus de 35 pays. On a une marque déposée et on a 2 enveloppes solo. Donc on a vraiment quelque chose de solide. Ce qui donne la valeur à la brosse parce que finalement on verse le marché mondial. Parce que, comme tu le disais à juste titre, la cible est universelle. Tous les hommes, toutes les femmes, les enfants. Et en plus, ça fidélise. C'est... Tu as évoqué un terme, là, c'est l'extension PCT. Pour les dentistes qui vont écouter, en fait, quand tu déposes un brevet à l'INPI en France, tu dois en fait prouver que ton invention, elle est originale. Ça veut dire que personne n'a inventé jusqu'à présent le dispositif que tu as mis. Alors ça peut être un peu un concept, la manière dont les choses s'emboîtent, la fonction qui est servie. En fait, il y a plusieurs éléments qui sont protégeables. Donc toi, tu as protégé bien sûr en France ta brosse à dents et dans plusieurs, ce que je comprends, c'est plusieurs familles de brevets, oui. C'est ça. Donc en fait, tu déposes pour plusieurs aspects techniques de la brosse à dents. Tout à fait. Et tu demandes une extension à l'international. Donc en fait, tu dis en gros que tu as l'antériorité, c'est-à-dire qu'en fait, on tient compte de la date de dépôt en France à l'international, ce qui te permet d'avoir une protection. Très bien. En revanche, l'enjeu principal dans la foulée, c'est que maintenir la protection d'une brosse à dents, qui plus est à l'international, ça a un coût. Et ce coût aujourd'hui,
comment est-ce qu'il est porté? Comment est-ce qu'il est financé? Est-ce que c'est toi, ta capacité? Est-ce qu'il y a un peu de... Alors, le coût, oui, pour le PCT, c'était 100 000. J'ai financé. Bon, je compte plus tellement maintenant ce que j'ai financé. D'accord? Bon, c'est une passion et on ne regarde pas. Et le financement, si on en a eu, je me souviens, par la BPI, qui nous a donc permis, enfin, avec son financement, de développer le prototype électronique. Mais ce financement, on l'a eu, la condition suivante, c'est que c'était la période du Covid, et on s'est permis de faire un peu de commerce avec les masques, et on a pu livrer des masques à l'hôpital de Nice, au CHU de Nice, ce qui nous a donné un petit résultat. Et ce petit résultat nous a donné la crédibilité pour avoir un financement de la part de cette banque. Mais sinon, non, c'est difficile. Ouais, la BPI, donc ça a été mis en place par Roland, c'est la Banque publique d'investissement, et en fait, elle vise à soutenir les entrepreneurs un peu à tous les stades d'existence de leur entreprise. Je sais que tu as même des bourses avant la création d'une entreprise pour essayer de soutenir justement le développement d'innovation, ou à défaut au moins le test, et elle est validée la valeur réelle éventuellement d'un produit sur son marché. Donc aujourd'hui, donc t'as été financé. Il y a quand même un enjeu, moi, que j'aimerais bien souligner, c'est que moi, ça me paraît toujours un peu déraisonnable aujourd'hui, a posteriori, tu vois, après en avoir souffert aussi, avoir financé sur mes fonds propres, après avoir par contre, fait jouer la BPI, les fonds régionaux, enfin, on a vraiment fait appel sur tout un tas de dispositifs à différents fonds. Aujourd'hui, rétrospectivement, je pense que c'est super important d'expliquer aussi aux chirurgiens dentistes qui nous écoutent que de redimensionner un petit peu la valeur qu'ils doivent avoir dans ces processus d'innovation. Parce qu'en fait, la vraie valeur du chirurgien dentiste, je pense, c'est vraiment sa prestation intellectuelle. C'est de comprendre quelle est la difficulté technique que je rencontre, comment est-ce que j'envisage de l'adresser, et c'est de se dire comment est-ce qu'on arrive à défendre au mieux les intérêts de ce chirurgien dentiste en industrie. Et en fait, si on regarde à refaire, peut-être qu'on aurait pu, ensemble, j'entends, réussir à dérisquer une partie de cet investissement, parce que le risque aujourd'hui, encore aujourd'hui, d'accord? Parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait, c'est encore toi qui le portes, tu vois, malheureusement. Et donc, en fait, là, il y a un enjeu quand même qui se dégage, c'est de se dire, OK, je suis là avec un beau prototype, je suis prêt à y aller, avec qui, quand, comment? C'est ça, le prochain enjeu, c'est de se dire, est-ce que je fais appel à des industriels? Donc je tape du pied, mais en gros, est-ce que je fais appel à des gens dont c'est le métier au quotidien? Est-ce que je fais appel à des fonds d'investissement, au risque, par exemple, de moi faire défaut peut-être dans l'exercice, parce que je suis pas un expert de la fabrication de brosses à dents, j'arrive avec ma première brosse à dents dans ce domaine-là, c'est sûr et certain que le fonds d'investissement, il va financer un peu le droit à l'erreur, quoi. Donc, comment est-ce que toi, aujourd'hui, tu te positionnerais par rapport à ça? Est-ce que là, je pense, et je l'anticipe peut-être un peu, mais l'idée principale, c'est de se dire, j'ai fait un truc absolument génial. Enfin, moi, je le dis parce que comme je le pense, merci. Mon enjeu à moi en tant que dentiste, j'imagine, j'ai envie que ce soit utilisé par tout le monde, quoi. J'ai envie que les gens puissent se servir d'un dispositif qui est bon et qui est vraiment bien. Comment tu te positionnes aujourd'hui? C'est quoi l'enjeu principal pour toi? Pour toi, Thierry, Pas pour toi, conceptiste, tu vois, juste vraiment pour toi d'abord. Pour moi, cette brosse, en fait, j'aimerais qu'elle aille sur le marché parce que je sais que elle va rendre service à toutes les personnes qui vont l'utiliser. Ça sera pour moi, en fait, ça fait 2008, ça fait 17 ans, donc c'est le projet de ma vie, ça sera un aboutissement de ma vie. Parce que dans ma vie, j'ai fait pas mal de projets, pas mal de choses. Mais là, c'est vraiment... en fait, j'ai l'impression d'être né pour ça. Et il faut que ça arrive pour ça. Voilà. Il faut que ça arrive. Et pour arriver, c'est vrai que c'est pas évident. Alors, je vais faire une petite passerelle très rapidement, justement, par le besoin financier pour que ça arrive. Alors, c'est vrai qu'on en pour parler, donc, avec, on peut le dire, avec
d'accord, et qui connaissent nos technologies et qui sont interloqués, intéressés. Mais bon, ce sont de grosses machines, c'est très long, c'est très long. Et nous, ça nous va pas parce que les brevets, ça coûte cher, il faut aller vite. Et c'est pour ça que, alors, si tous les auditeurs sont intéressés, il n'y a pas de souci, on les accueille à bras ouverts, et aussi des confrères. Pour rentrer dans le capital, on fait une ouverture du capital via des BSAR, et il n'y a pas de souci, on accueillera tout le monde. Et finalement, c'est vrai que, je vais prendre l'exemple d'un confrère que je connaissais avant de partir en Corse, et on s'appréciait très bien. Je suis parti en Corse, je suis revenu, et là, je ne travaille plus. Mon fils avait un problème de dents, il fallait soigner sa dent, je l'ai recontacté bien sûr, parce que j'avais confiance en ses soins, etc. On se revoit, il me dit alors, t'en es où, etc. Ta brosse, machin, je dis, c'est arrivé, etc. Ah bon, écoute, je peux l'essayer. J'y retourne, je fais essayer. Il essaye la brosse. Il me dit, Thierry, oui, tu te rends pas compte de ce que tu as fait? Il m'a dit, mais tu es en train de révolutionner. Il m'a dit, tu sais, j'ai 100 000 euros sur un compte. Je suis prêt à les investir. J'en parle à mon associé. Il me dit, écoute, oui, c'est parce qu'on est toujours à la recherche de financement. Je lui ai dit oui. Il n'a pas hésité, il l'a fait. Et j'ai dit, écoute, je te remercie vraiment parce que c'est une reconnaissance des pairs et c'est quelque chose de formidable. Il m'a dit, non, Thierry, c'est moi qui te remercie. Tu me permets de vivre une aventure avec toi et on ira jusqu'au bout. On mesure pas. Non, mais c'est génial ce que tu dis parce que moi, je le vis tous les jours. En fait, on mesure pas la puissance de cette communauté. On mesure pas la force du rassemblement de chirurgiens dentistes parce que tu portes des coûts qui sont relativement élevés, d'accord? Mais imagine que tu puisses mutualiser ça, ne serait-ce que par quelques dizaines de chirurgiens dentistes. Tu as un dispositif qui est relativement exceptionnel. Enfin, je te garantis que je dis pas ça pour faire plaisir parce que c'est pas du tout dans ma nature. Tout ce dont il a besoin, c'est d'un tout petit peu de promotion et de pouvoir aller le poser. Quand je regarde aujourd'hui, je te le rappelle aussi, mais c'est ce qu'on fait chez Oralcap, d'essayer de fédérer ce plus gros rassemblement de chirurgiens dentistes pour leur redonner une dimension industrielle. Ça veut dire leur permettre de soutenir des projets, produits, services, innovations, des confrères, souvent à l'initiative de ces dispositifs-là, pour pouvoir aller au bout de leur projet. Aujourd'hui, moi, si je regarde d'un point de vue macro, je me dis, bon, j'ai Thierry, mais bon, n'importe quel autre chirurgien dentiste qui va réussir à amener ce que c'est la brosse à dents, le produit, le service jusqu'à un certain stade. Il y en a qui s'arrêtent beaucoup plus tôt que toi, il y en a qui vont un peu plus loin. Où est-ce qu'on place le curseur du raisonnable? D'un autre côté, on est confronté à l'industrie, à ces géants qui nous paraissent un tout petit peu insurmontables, quand on se dit mais je comprends pas, j'ai quelque chose d'assez incroyable et je me heurte à un mur et quelque part je me mets à la place de l'industriel qui se dit mais attends, le coût de développement de ce dispositif-là, moi je le maîtrise très très bien. Je sais aussi quel est le coût d'acquisition par client, c'est-à-dire le CAC, je me dis mais en fait avant de réussir à vendre cette brosse à dents, voilà ce que ça va me coûter. Et donc en fait ils ont leurs propres proportions et leurs propres mesures de ce risque-là. Aujourd'hui, il y a moyen de venir lisser tout ça en fédérant cette communauté, en se disant mais attendez, on peut redistribuer le risque entre cette communauté de chirurgiens dentistes qui est prête à soutenir des dispositifs parce que eux, mieux que personne, maîtrisent l'enjeu clinique. Et d'un autre côté, les industriels, parce que eux, quelque part, un peu mieux que personne, faute d'eux pour le moment, maîtrisent aussi les enjeux industriels. Et c'est de se dire, et c'est ce qu'on fait aussi avec ce podcast, mais c'est de se dire comment est-ce qu'on peut réussir à faire fonctionner tout ça et surtout, sans vouloir grossir parce que j'ai plein de sensibilité pour le message que tu as passé quand tu dis c'est un enjeu de vie. Moi, je le comprends et je le vis vraiment profondément. Quand tu es passionné et que tu as ça, tu t'arrives presque à en venir à te définir un petit peu au travers de ces dispositifs-là. Mais même indépendamment de ça, c'est comment est-ce qu'on arrive à réduire les cycles d'innovation, comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte de produire plus vite, toujours un peu mieux, quoi. Et donc aujourd'hui, je pense que ça, c'est ton principal défi, il est là, c'est de te dire mais où est-ce que je donne de la tête, où est-ce que je vais pour pouvoir amener cette brosse à dents en fait dans toutes les pharmacies, dans toutes les têtes
des chirurgiens dentistes parce que c'est des vecteurs commerciaux très très importants, même si c'est un gros mot de dire que voilà, mais c'est quand même une réalité. Quand je prends mon ordonnancier et que je dis que voilà, moi je préfère Parodontax pour les gencives ou Sensodyne ou Gencix ou n'importe quoi, bon, je fais quand même des choix qui m'appartiennent et que je décide de prescrire à mes patients parce que voilà, c'est ce que je crois. Quand je vois ce genre de brosse à dents, on peut pas nier la valeur marchande d'un chirurgien dentiste. Et donc aujourd'hui, moi j'en parle sans tabou, parce que c'est un peu, je veux dire, ce serait un peu hypocrite presque de pas parler de ces choses-là, mais c'est quand même relativement important. Il y a un enjeu là pour la brosse à dents. Si j'en reviens un petit peu à l'état dans lequel tu es, tu montres un dispositif là qui a l'air d'être complètement abouti, un dispositif que je pourrais trouver dans le commerce. Ça veut dire que concrètement, là, on en est où? Il y a les moules, il n'y a pas de moules, il y a les moteurs, l'électronique, parce que... Dès que la levée de fonds sera faite, on connaît tous nos partenaires industriels et on lance le produit. Alors, on lance le produit, hein, donc le côté industriel, ça va être les moules pour la plasturgie, ça va être l'assemblage pour l'électronique, ça va être l'assemblage pour la partie complète de la brosse, c'est remettre le cerveau dans l'enveloppe plastique, et ça va être le packaging, voilà. La commercialisation, elle sera lancée, on a déjà une boutique en ligne, rollertoutbroche.com d'ailleurs, qui doit apparaître en ce moment donc sur l'écran. Et ce site, on est en train de le faire, de peaufiner. Ça sera notre premier point de vente. Et comme tu disais, les pharmacies, ensuite les magasins spécialisés, voilà. T'as abordé deux notions là sur lesquelles j'aimerais qu'on revienne. Tu as une boutique en ligne, ça veut dire que tu es capable de vendre ou c'est de la pré-vente? Ça sera plus de la pré-vente. Ok. Et tout à l'heure, tu as parlé de levée de fonds. Aujourd'hui, toi, quand tu parles de levée de fonds, est-ce que tu confonds finalement l'argent d'un fonds d'investissement où on apporte du finance pour de la finance avec éventuellement une ouverture de capital que tu pourrais faire à un industriel? Tu évoquais tout à l'heure comme étant un industriel potentiellement intéressé. Est-ce que ça fait partie de... Alors oui, l'ouverture du capital pour un industriel, oui, mais aussi pour des particuliers via des BSAR. C'est une formule qui permet d'entrer dans le capital pour un particulier. Voilà. C'est une mécanique en fait qui permet à l'entreprise de percevoir le cash immédiatement, tout à fait. En émettant des bons de souscription en fait qui permettent à tout investisseur finalement de rentrer rapidement dans une entreprise. Oui, exactement. Et le nombre d'investisseurs, ça dépend de ce que peut être, ce que chaque investisseur pourra mettre, il nous faut 2 millions. Voilà, 2 millions d'euros. C'est à la fois beaucoup et à la fois très peu. C'est très peu quand on sait effectivement quels sont les coûts pour développer. Et surtout que tout est prêt, tout est dans les starting blocks. On connaît tous les industriels pour la production, tout on est. Voilà, il manque que ça, l'étincelle. Et boum. Voilà. Thierry, c'est génial. Je te remercie pour l'enregistrement de ce podcast, c'était super cool. Peut-être un petit feu d'artifice, uniquement pour faire comprendre à quel point la brosse peut être supérieure dans bien des domaines. Ne serait-ce que pour le bruit, par exemple, on va s'amuser un petit peu, faire une démonstration. C'est toujours un peu atypique, j'ai toujours été un peu atypique. C'est top. Alors voilà, je vais commencer par... Voilà, c'est ça. Ensuite... Et elle tourne là? Elle tourne. Elle tourne. Et on a cette fameuse inversion automatique quand on change de direction. Donc voilà. Après, bien évidemment, au niveau du confort, là, c'est dur. C'est un bâton. Là, c'est souple. On respecte. Enfin, elle a tout. Elle a l'accès au niveau de la postérieure, le respect de la bouche, l'endroit le plus sensible du corps, pas de vibration, pas de bruit. C'est un autre monde et c'est autre chose. Et c'est vraiment la vraie révolution parce que je pourrais citer une marque de brosse qui dernièrement a dit notre devoir,
c'est de faire la révolution dans le brossage dentaire. Oui, effectivement, c'est une brosse sonique parmi les autres. On peut citer une vingtaine de marques soniques et rien de révolutionnaire. Donc, ça me fait doucement marrer. Ça, c'est vraiment un troisième concept, et c'est le concept, et c'est fait vraiment par un professionnel des soins dentaires. Voilà. J'espère que le message va passer. C'est sûr et certain qu'il va passer. En tout cas, j'y veillerai à fond. Je te remercie. C'est moi qui te remercie, Charles. C'était super. Je suis vraiment, vraiment impatient, en tout cas, de voir les effets que ça peut avoir, d'avoir réussi à présenter ce dispositif qui mérite, en fait, toute l'attention de chaque chirurgien dentiste, en France et ailleurs. Il n'y a aucune raison que ce genre de dispositif, ça soit pas porté à la vue. Et, on vise le monde, hein. Ouais, bien tous sûr. les brevets. Hein. D'accord. L'engagement était à 100%. Oui. Merci beaucoup. Merci à toi, Charles. Merci de nous avoir écoutés. Je suis vraiment impatient de savoir ce que vous avez pensé de cet échange. N'oubliez pas que vous aussi, vous avez la possibilité de devenir acteur de la dentisterie de demain. Pour ça, il suffit de nous écrire à l'adresse capsule@oralcap.com. N'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur les réseaux.